Bonjour et bienvenue dans le podcast Oda Rise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Hello, nous voici dans l'épisode 28, un épisode inédit parce qu'aujourd'hui, je te propose d'écouter la première interview d'une femme entrepreneur inspirante que j'ai faite. Et aujourd'hui, pour commencer, j'ai interrogé Clara. Clara, c'est une vidéaste de famille, je ne t'en dis pas plus, elle va se présenter. Tu peux la retrouver sur Instagram sous le nom de Croco Maman. En 2023, je vais vous réserver des interviews justement pour pouvoir échanger sur le leadership au féminin, sur la posture de chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on doit endosser comme place, comme posture pour pouvoir faire que son activité fonctionne, pour pouvoir booster sa croissance. Et on participera aussi à des questions-réponses autour de quelles sont les choses à éviter, aussi bien que quels sont les outils, les conseils les plus impactants, quelles sont les meilleures prises de conscience qui permettent d'avancer. Donc c'est parti, rendez-vous avec Clara pour faire le point ensemble sur sa vision de l'entrepreneuriat et de leadership au féminin. Salut Clara, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ouais, écoute, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. C'est une grande première parce que tu es la première interview que je fais de 2023, mais d'une façon générale. Waouh, quel honneur. Voilà, pour le contexte, pour les autres, en fait avec Clara, on se connaît parce qu'on est dans le même réseau de femmes entrepreneurs. Je sais plus, Clara, dis-moi, je sais plus si ça fait 1 an ou 2. 1 an et demi, disons. Ouais, bah voilà. Et donc en fait, du coup, moi, j'avais envie de t'interviewer parce que depuis le départ, je suis assez fascinée par tout ce que tu mets en place, l'air de rien. C'est-à-dire que souvent, toi, tu te présentes, tu me dis, tu dis, moi, j'avais une vision Amélie Poulain, etc. Et donc, c'est pour ça que je dis l'air de rien. Et en fait, tu as quand même des super résultats parce que tu as une activité, je te laisserai en parler après, mais qui prospère bien. Et aujourd'hui, tu as quand même plus de 9000 personnes qui suivent sur Instagram avec toutes tes stories, pour celles qui te connaissent, qui sont toujours hautes en couleurs et qui me font beaucoup marrer. Donc justement, je voulais parler avec toi de ton parcours et aussi des petits couacs qu'il y a pu avoir ou des choses que t'as appris, parce que l'objectif de cette interview, c'est aussi ça, d'être beaucoup dans la transmission, le partage d'expériences et quand il y a un business qui fonctionne, l'objectif c'est de se dire que voilà, c'est possible. Qu'est-ce qui a fait la différence et pour cette notion de posture, c'est pour ça que je suis contente de faire ça avec toi aussi. Qu'est-ce qui a été challengeant, qu'est-ce que tu as mis en place, etc. Mais avant ça, je vais te proposer de te présenter, parce que moi je sais ce que tu fais, mais comme ça pour parler un petit peu aux autres de ton activité, de ce qui t'anime et de ton métier passion du coup. Ok, super. Je vais essayer de faire court, c'est pas le pitch, c'est pas mon fort, mais je m'entraîne dans les podcasts, à chaque fois j'ai les mêmes débuts foirés, bon c'est pas grave. Donc je m'appelle Clara Dess, j'ai 32 ans. Je suis la maman d'Alice, qui a 3 ans, et je suis vidéaste d'enfance sous le nom de Croco Maman. Donc, vidéaste d'enfance, c'est quoi ? C'est-à-dire que je vais chez les gens, dans le cocon familial, chez les gens qui ont des enfants de tout âge. Je fais pas de mise en scène, je viens avec ma petite caméra. Je me place à la hauteur des enfants et je filme la vraie vie, la banalité du quotidien. Et en fait, j'en fais un film poétique en musique, un petit film de 4 minutes sur des instants de vie. Je capture des instants de vie. Voilà, ça, c'est ma première activité. Ma seconde, je fais des montages vidéo à partir des films que les gens m'envoient de leur téléphone. Vous savez, les 90 000 films des enfants que vous avez dans le téléphone, vous me les envoyez et moi, je fais le montage. Donc ça, c'est une prestation qui marche super bien parce qu'on est tous à filmer nos enfants et en fait, on ne fait rien de nos vidéos. Et ma troisième activité, j'en parle moins, c'est que je suis formatrice et je forme des photographes de famille à faire ce que je fais, à faire de la vidéo de famille. Donc voilà, les 3 activités que je fais depuis
bientôt 3 ans. Et effectivement, ce que tu dis encore une fois avec modestie dans ton pitch, c'est que ça fait je vous invite à aller voir son compte, du coup, ça fait vraiment des moments magiques. À chaque fois qu'on voit passer les images, moi, c'est ça qui me revient, c'est-à-dire que toi, tu dis c'est la banalité du quotidien, mais tu la sublimes pour en faire des moments qui sont vraiment marquants. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, ça fonctionne bien, parce que dans ce moment de famille et d'échange, en fait, t'envoies du rêve, quoi. Tout simplement. C'est vrai que moi, j'ai toujours... quand tu parlais de Amélie Poulain, c'est vrai que je vois toujours la beauté de la vie, et notamment chez les gens. Les gens ils disent il y a rien d'exceptionnel chez moi, mais en fait c'est capturer le petit rire, la façon dont la petite fille tient son stylo qui est trop mignonne, ou le petit stylo à froufrou, ou les choses un peu poétiques sans qu'on s'en rende compte. Et même un moment banal, j'arrive à le tourner en poésie. Après, je rajoute une musique qui est souvent douce, pas forcément cucu, mais quelque chose de doux et qui ressemble à la famille. Donc voilà, créer, c'est ce que je dis, créer de la poésie à partir de n'importe quoi. Ouais, c'est chouette parce que franchement, allez voir parce que c'est génial, c'est vraiment ce qui transpire dans ce que je connais de toi et dans la partie pro que tu partages notamment pas mal sur les réseaux. Merci pour ta présentation. Ce que je te propose, c'est une petite question de défi parce que tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup justement à la notion de posture de chef d'entreprise, de posture dans son activité, et notamment moi les questions qui me tiennent beaucoup à cœur, c'est les notions de leadership. Est-ce que pour toi, quand je te parle de leadership au féminin, ça t'évoque quelque chose, et si oui, quoi? Alors, leadership, c'est pas un mot que je connais depuis très longtemps. J'avoue que c'est un mot que j'entends passer depuis 3 ans, que je me forme un peu aux questions business, je découvre un peu plus business. Mais avant, tu m'aurais dit leadership, j'aurais imaginé un homme en costard-cravate dans une grande tour, hyper méchant, enfin un truc, voilà. Après, quand tu me dis leadership au féminin, tout de suite, j'imagine une femme d'affaires avec, tu vois, pas en costard non plus, mais un peu la femme d'affaires un peu inaccessible. Après, inaccessible et rigide ou inaccessible? Ouais, j'imagine un truc. Enfin, moi, leadership au féminin, je trouve que ça sonne un peu dur, quoi. Mais j'ai appris, voilà, maintenant leadership, je le vois différemment. Pour te donner une petite anecdote, j'ai découvert sur Instagram une marque de combis. J'adore les combis. Et en fait, c'est des combis pour se sentir leader, ou se sentir un peu avec du power, ou du... Comment on dit en français? Et les coupes me plaisent, que moi je suis grande, donc les coupes sont canons. Je les ai essayées, j'en ai acheté 2, elles sont vraiment trop belles. Et quand je les mets, je me dis ok, je porte la tenue de femme leader, quoi, femme puissante. Chef d'entreprise, ouais. Donc quand maintenant tu me dis c'est quoi leadership au féminin, je peux imaginer une entrepreneur avec cette combi qui se tient droite, qui a la tête haute, et voilà, et qui mène qui mène sa barque, et qui vit sa vie comme elle veut, et qui prend toutes les décisions nécessaires pour avoir une vie qui est cool, quoi. Ouais. Du coup, c'est lié pour toi à la notion de liberté, de charisme un petit peu par la posture qu'elle prend, et du coup par la capacité à passer à l'action finalement. Ouais, parce que je me dis qu'il y a pas de hasard. Si tu bosses, il y a pas de raison que ça marche pas. Donc c'est aussi savoir prendre les bonnes décisions, de se mettre un petit coup de pied aux fesses, se former, être en action, en mouvement. Parce que je pense que si tu peux avoir plein d'idées, mais si tu te mets pas en mouvement, il se passe rien. Mm-hmm. Donc c'est un peu avoir le cran de prendre ses propres décisions, ou de dire non, j'irai pas à telle soirée parce que je veux bosser, parce que en fait c'est important, ou au contraire ah non, moi je bosse pas, c'est important, là je prends des vacances, je m'arrête. Savoir je sais pas, prendre des grosses décisions pour soi-même. Voilà ce que ça m'évoque. Ok. Et c'est rigolo parce que ce que tu dis, c'est vrai que c'est important d'avoir des rêves et de passer à l'action. Et il y a certaines personnes qui vont avoir soit que ce passage à l'action, mais sans les rêves. Et c'est vrai que dans cette notion de leadership, ce que moi j'y mets, c'est effectivement ce côté visionnaire, capacité à rêver, à savoir où tu as envie d'aller. Et effectivement, ensuite, il y a la deuxième partie qui est vraiment la mise en action par rapport à ce qu'on veut faire, à cette vision, à nos envies, etc. Donc il y a effectivement les deux. C'est rêver et agir. Allez, ouais, quand tu parles de vision, moi au début, quand on me disait c'est quoi ta vision,
Je sais pas, je sais pas trop. Je veux faire des films pour rendre les gens heureux. Et en fait, c'était ma coach qui m'avait dit, mais tu te vois comment dans 30 ans? Elle est comment ta vie? Tu fais quoi de tes journées? Là, je commence à dire, alors, je suis au bord de la mer, je suis à la retraite en train de kiffer ma vie, je fais des expos. Et après, elle m'a fait reculer. Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu te vois dans 3 ans? Et, euh, et c'était hyper chouette parce que maintenant, le comment je me voyais dans 3 ans ou dans 10 ans, finalement, je le vois un peu loin au fond, comme un chemin tout tracé où je me dis, tiens, je voudrais... alors ça n'arrivera peut-être jamais, mais j'ai le rêve, je sais pas, d'avoir un grand bureau avec des murs en briques et des plantes. Ouais. Et du coup, quand je pense à ça, je me dis, bon, bah, du coup, il faut que j'ai de l'argent parce que sinon, je pourrais jamais acheter ce lieu et ça me drive un petit peu. Ouais. C'est à la fois la capacité de se projeter et de rêver, et ensuite d'aller poser les actions concrètes qui vont te permettre d'aller vers ses rêves et ses envies finalement. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose que tu faisais pas au départ quand tu t'es lancé. Comment ça s'est passé justement tes premiers mois ou ta première année? Bah oui, je le faisais pas du tout. Pour moi, c'était déjà le jour le jour. J'ai lancé en 2020. Pour la petite histoire, je travaillais depuis 10 ans à la télévision. J'étais monteuse vidéo pour des émissions, pour des grandes chaînes de télé, pour plein d'émissions différentes. Et je me disais, ok, je me vois pas faire ça toute ma vie. J'attendais d'avoir le déclic de savoir ce que je voulais faire d'autre. Parce que je vois toujours la vie comme un cycle et je me disais, tiens, 10 ans à un endroit, puis 10 ans à un autre, puis ensuite 10 ans, avoir plusieurs vies dans une seule, ça m'excite un petit peu. Et j'ai eu un bébé, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à filmer ma fille sous toutes les coutures et j'ai eu l'idée j'avais une amie qui faisait des films de famille, donc ça m'a un peu développé cette envie de faire ça et de faire la même chose pour les autres. Mmh. Mais au début, donc disons, j'ai dit au revoir à la télévision et je me suis dit, je vais faire ça, c'est chouette, c'est ma passion, je vais faire des films tous les jours, je vais faire des films pour les familles. Mais je savais pas vraiment où je voulais aller. Pour moi, c'était juste, je vais faire ça. Après, finalement est venu le fait que je gagnais pas ma vie, enfin pas suffisamment. À la fin du mois, je faisais des films et bon, avec tout ce que j'avais dépensé et les charges, j'avais plus rien. Donc c'est là qu'est venu le côté un petit peu plus business, où je me suis posée, j'ai dit, ok, si je veux vivre de ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est-ce que je veux aller? Comment je veux procéder pour me vendre? Donc j'ai commencé à me former, m'entourer, faire des formations business. Et c'est là que la vision est arrivée. Ah, ok. Donc c'est-à-dire qu'en fait au début, tu t'es lancé dans ce qui te passionnait. Tu le dis toi, hein, c'est un métier passion. Et après, du coup, dans un second temps, après quelques mois, assez rapidement, ça met combien de temps, ce que tu te rends compte que finalement c'était pas rentable la façon que tu avais de le faire au départ? Ça a bien mis 6 mois. Entre-temps, il y a eu le confinement, donc j'ai vraiment eu le temps de réfléchir. Et le confinement, passage à vide, je venais vraiment de me lancer, donc j'avais, en plus d'avoir 0 client, j'avais pas trop de possibilités d'aller filmer des gens, etc. Ouais. Et j'ai intégré un réseau de femmes entrepreneurs en ligne, et c'est là que j'ai fait pas mal de cours business. Ouais. Et que j'ai pris conscience que c'était pas qu'une passion, enfin que c'était une passion et que ça le resterait toujours, mais que si j'ajoutais pas du business et de la vente, parler des tarifs, me vendre, en fait ça allait pas pouvoir aller très loin, quoi. D'accord. Donc en fait, t'es passé j'aime quelque chose à comment je le rends rentable finalement. Oui. Et sans honte, parce qu'au début je me sentais ridicule de demander aux gens, en plus c'est payant, en plus voilà, ça coûte tant. J'étais un petit peu gênée de parler d'argent. Mhm. Et assez rapidement, j'ai vu que parler d'argent, c'était un blocage pour moi. Donc, je me suis dit, bon, j'ai ce blocage-là, comment je peux faire pour le débloquer? Donc, je suis allée vachement creuser le sujet, j'ai écouté d'autres podcasts sur assumer ses prix, j'ai fait des cours. Après, bien plus tard, je me suis fait coacher. On a beaucoup abordé ce sujet qui, je pense, est le nerf de la guerre pour tout le monde, Ouais. un peu le souci.
Et voilà, je sais plus quelle était la question. Je disais comment t'as fait pour passer justement de ce métier passion à un métier rentable? Tu m'as dit c'était effectivement assumer tes prix, commencer à structurer un petit peu ton activité et poser les bonnes actions. Oui, ouais, et puis voilà, assumer le fait que il fallait que je sois au-delà d'une passionnée, une chef d'entreprise. Ça veut dire quoi pour toi être une chef d'entreprise? Être une chef d'entreprise, ça rejoint un petit peu la leader dont tu parlais tout à l'heure. C'est déjà tout gérer. On a quand même beaucoup de métiers en un seul, donc pouvoir gérer toutes les facettes des métiers. Et après, ce dans quoi on est le moins bon, pouvoir déléguer à des personnes qui sont meilleures que nous pour pouvoir nous faire avancer plus vite. Puis voilà, piloter sa vie et il y a toujours le côté argent quand même. Trouver de l'argent, Ouais. c'est sans argent on peut pas faire grand chose, je pense. Donc ouais, c'est un peu piloter toutes ces parties-là. Moi, il y a j'axe énormément sur la communication. Ouais. Comment communiquer pour donner envie de faire un film. Toi, le biais que tu as choisi, c'est principalement les réseaux sociaux ou tu as mis d'autres choses en place pour ta communication? Ouais, les réseaux sociaux principalement. Je suis très peu passée par les proches parce qu'en fait, je trouve que les proches, on a vachement de mal à en parler. Ou ceux qui te connaissent depuis longtemps, j'avais peur je sais pas, qu'ils me jugent ou qu'ils aient pas forcément des bons conseils. Et j'ai toujours bien aimé les réseaux sociaux. Depuis que je suis ado, il y avait l'arrivée des blogs où j'avais bien aimé le côté poster quelque chose et voir des gens qui interagissent. Puis moi-même, j'aimais beaucoup regarder des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça. Donc, quand j'ai découvert Instagram assez tardivement, quand j'étais enceinte, donc il y a 4 ans, tout de suite, je me suis prêtée au jeu, ça m'a plu et voilà, j'ai tout misé là-dessus parce que je voyais pas forcément d'autres canaux pour moi. Ok, donc tu t'es focalisé sur quelque chose où tu t'investis beaucoup pour justement avoir des résultats plutôt que de te disperser. Justement, dans ta notion de vision, c'est aussi ça, c'est tu as choisi une action qui était stratégique, un canal de communication qui à la fois te plaisait et qui te permettait d'être focus sur un seul domaine, enfin sur une seule partie. En fait, je voyais pas forcément j'avais pas d'autres idées. Et c'est bien plus tard, en faisant des cours sur les réseaux sociaux, que je me suis rendu compte que, tout d'abord, pour moi, j'étais au bon endroit. Et voilà, finalement, sans le vouloir, je pense que je suis au bon endroit sur Instagram. J'ai toute ma clientèle qui vient de là. Mais je l'ai pas fait, au début, je l'ai pas fait exprès, quoi. Je me suis mis sur Instagram. D'ailleurs, c'était avant de me lancer. J'avais créé un compte quand j'étais enceinte. Je m'étais fait un petit réseau de femmes enceintes, de mamans. Et c'est bien plus tard, quand j'ai posté le film de ma fille, que j'ai eu beaucoup de retours, que j'ai commencé à dire: «Ah, si vous voulez, je fais des films, je peux vous filmer et faire la même chose». Donc voilà. Cette notion de plaisir, elle est importante pour toi dans ton activité? Ah oui, je pense que s'il y avait plus de plaisir, j'arrêterais. Et mon chéri, il hallucine parce que parfois je saute dans le lit le soir parce que c'est l'heure d'aller se coucher, j'ai pas envie. Je dis: «Ah, j'ai tellement hâte d'être à demain pour bosser». Il y a vraiment le côté, non, je kiffe et tous les jours je me dis: «Mais j'ai tellement de chance d'avoir trouvé le truc qui me plaît». Ouais. Heu, T'as l'impression que c'est de la chance ou que tu l'as quand même créée cette chance? oui, je pense que ça se crée parce que, comme je te dis, si dans 8 ans ça me plaît plus, j'arrêterai, ça c'est certain. Je vais pas le faire, même si ça marchait. Le côté plaisir, je me dis: «Ça se trouve, je vais me lasser, tu vois, à un moment, j'en aurais peut-être marre de filmer des nouveau-nés, et cetera, ou des enfants». Pour l'instant, j'adore. Mais le côté plaisir, pour moi, c'est ce qui drive toute une vie, donc Mmh. c'est ouais, carrément. Et c'est ce qui se ressent, hein, de toute façon, et c'est souvent ce qui fait qu'une activité fonctionne, hein, parce que quand on y va à reculons, on met pas la bonne énergie, et donc effectivement, les résultats sont différents. Là, ce qui est vraiment chouette, et notamment ce qui transpire beaucoup sur ton compte Instagram, c'est la spontanéité, la joie, le fun que tu y mets. On sent que t'es vraiment, que t'as trouvé ta place, quoi. C'est gentil. Ouais. J'ai trop hâte de bosser. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as dû changer? Même si tu nous l'as déjà un petit peu dit, si tu devais résumer, qu'est-ce que tu as dû changer entre tes débuts? Donc tu nous avais parlé, hein, de ton rapport à l'argent, mais qu'est-ce que tu as dû changer dans ta posture? Qu'est-ce qui a fait une vraie différence pour vivre de ton activité à chaque fois un peu plus? Parce qu'il y a eu pas mal de paliers, il me semble. Premièrement, j'ai dû changer mon tarif, que en Mmh. fait, j'avais un peu sous-évalué le temps passé à faire du montage. Donc j'avais fait un tarif qui pour moi me semblait hyper cher, mais qui n'était pas rentable. Donc ça a été le 1er step.
C'est d'ailleurs un conseil que je donne beaucoup aux entrepreneurs qui se lancent, c'est de pas se sous-estimer dès le début parce qu'en fait, après, tu as un peu du mal à réaugmenter. Donc, je suis passée par... j'ai fait 3 augmentations en 2 ans et demi. Donc, voilà. Ça, premièrement, changer les tarifs. Forcément, changer les tarifs, à chaque fois, une fois que je changeais un tarif, je perdais une clientèle en cours, enfin celle que j'avais commencé à attirer. Mais finalement, j'en gagnais une autre derrière qui arrivait avec des... Donc voilà, finalement, j'ai plus peur. J'ai plus peur de le faire. Après, un petit peu mon organisation, parce que au début, je passais énormément de temps je passais des demi-journées entières à faire de la communication et finalement, j'étais frustrée parce que je faisais pas assez de ce que j'aimais, le montage. Donc, je me suis un peu mieux organisée pour mieux organiser mes semaines. Par exemple, le matin, j'aime bien faire un peu de com, mais après, l'après-midi, je suis vachement plus productive, donc je fais plutôt tout ce qui est montage, tout ce qui est technique, tout ce qui est artistique. Et bien mieux m'organiser aussi pour, tu vois, je suis plus structurée, j'ai des to-do list, je me donne des priorités pour la semaine, pour essayer de moins m'éparpiller. Ouais. Autre chose, c'est de pas vouloir tout faire d'un coup. Donc, je vois beaucoup à 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vois. Je me dis, OK, j'ai cette année pour faire ça, mais là, c'est pas l'actualité parce que je suis plutôt concentrée sur les films à livrer. Mais dans 2 mois, tu vois, je vais me prendre 2 jours off, voire 2 jours de brainstorming pour prendre du recul. Donc, c'est plus, voilà, plus piloter, prendre vachement plus de recul plutôt qu'être la tête dans le guidon et pas vouloir tout faire d'un coup, pas m'éparpiller. Et Ouais. voilà, je sais pas si ça répond à la question, je pense. Si, tout à fait. Grosso modo, si je résume ce que tu as dit que ce qui a vraiment été l'une des choses principales dans les changements que tu as mis en place, c'était du coup revoir tes tarifs pour être aligné et que ce soit effectivement rentable par rapport au temps passé dans ton activité et la prestation que tu offres. C'était ton organisation pour que du coup tu puisses effectuer à la fois ce que tu aimes et ce qui est indispensable pour que tu puisses vendre. La partie du coup communication dont tu parlais. La notion, moi j'ai noté patience. Patience parce que, alors moi c'est un truc, c'est pareil, j'ai tendance à me dire, oh là là, je voudrais tout de suite. Et en fait, clairement, ce que je dis souvent, c'est qu'en fait finalement c'est un marathon et pas un sprint. Et donc du coup, toi, ce que t'as mis en place, c'est ce côté un peu focus, de se dire effectivement, par mois ou par trimestre, tu sais où tu veux aller et tu les cales quand c'est le bon moment pour toi. Mm. Donc, Ouais, c'est frustrant parce c'est vrai qu'on a envie d'aller plus vite. Et parfois, mais c'est ma coach qui m'a beaucoup aidée là-dessus, du style oh, j'ai l'impression que ça va pas assez vite. Et puis en fait, quand tu prends du recul sur ta vie, tu te dis que t'es pas à 3 mois près et que justement, si tu le fais mal, ça sera mal fait. Alors que si tu prends le temps de bien le faire, tu vas pouvoir faire un truc canon. J'ai plein d'idées, hein. Je bouillonne. Surtout, comme c'était janvier, il y a pas longtemps, j'ai plein d'idées, des trucs à mettre en place. Mais tu vois, c'est pas le moment parce que je veux me faire accompagner pour bien le faire et je vois bien. ouais. Ok. Et du coup, tu dirais que ça t'a mis combien de temps à trouver justement ces clés, que ce soit les tarifs, l'organisation, le côté focus sur tes timings, les délais, etc. Combien de temps ça t'a pris de créer un peu cette vision et cette organisation complète, cette prise de conscience? La réponse, c'est 2 ans. Je veux pas faire peur aux gens qui se lancent, mais en fait, j'ai fait beaucoup d'erreurs de débutant, ce qui est normal parce que c'est ma première entreprise. Mais j'ai l'impression, en regardant toutes les copines qui se sont lancées, qu'on a à peu près toutes le même schéma. Il y a beaucoup qui d'ailleurs n'ont pas de prise de recul et qui sont encore qui sont encore au même stade, à pas prendre de vacances, à bosser non-stop, etc. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé un bon équilibre en 2 ans. La première année, c'est un peu, tu découvres tout, t'es beaucoup dans l'apprentissage et un peu de mise en action. Ensuite, t'as l'impression que si tu t'arrêtes de bosser, ça va s'arrêter, donc t'as envie de bosser. Moi, je sais que le soir, je bossais parfois jusqu'à minuit. J'arrivais pas à dormir parce que je pensais qu'au boulot. Quand j'étais avec ma fille avait 1 an, je jouais avec elle et pendant ce temps, j'étais sur Instagram sous mes jambes pour pas qu'elle le voie. Enfin, tu vois, j'arrivais pas à m'arrêter. Pendant les vacances, finalement, je finissais par annuler mes vacances pour bosser. Puis parfois, j'allais en vacances, puis je travaillais, etc. Jusqu'à ce que je trouve, déjà, j'ai vraiment l'impression d'avoir bien travaillé, donc à un moment, ça a commencé à porter ses fruits.
Et au moment où ça commence à porter ses fruits, j'ai donné encore un petit coup d'accélérateur. Et après, je me suis fait confiance et je me suis dit, OK, non, c'est bon, ça marche. Enfin, ça marche et ça va fonctionner. Mais par contre, faut prendre soin de soi, avoir un bon équilibre. Et j'ai mis beaucoup d'autres choses en place pour prendre beaucoup de temps perso, commencer à bosser tard, finir tôt, etc. Et je suis encore en train de trouver l'équilibre, mais je pense que là, depuis septembre, donc ça fait 5 mois que je sens que j'ai vraiment trouvé exactement le bon équilibre. Quand tu parles d'équilibre, tu parles d'équilibre pro-perso? Un petit peu, ouais, c'est ça, pro-perso. Ouais. Même que dans le pro, comment réussir à gérer le stress, le flux, les commandes, les moments où il n'y a plus de commandes, comment gérer ces moments-là. Ouais, c'est gérer les hauts et les bas et l'organisation, comme tu disais finalement aussi. Oui, parce que quand tu vois, en fait, finalement, quand, par exemple, là, on enregistre, on est en février, je sais plus combien en janvier, on est en février, c'est un moment qui est un peu plus creux pour moi, mais quand je regarde février d'il y a 1 an, c'était très creux, et février d'il y a 2 ans, c'était carrément le néant. Et après, dans mon agenda d'il y a 2 ans, en avril, c'était complet, archi complet, et il y a 1 an, c'était complet, archi complet. Donc là, je me dis, cette année, je me fais confiance, avril va se remplir, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison. Et voilà, apprendre à gérer les hauts, les bas, sans... Tu surveilles aussi tes chiffres, du coup, de ce que tu me dis. Tu as cette prise de hauteur aussi. Quand tu disais tout à l'heure, j'essaie de pas être que la tête dans le guidon, dans l'opérationnel. Tu regardes aussi, justement, dans cette prise de hauteur, s'il y a une saisonnalité, comment ça évolue, ce qui fonctionne pas, où passe ton temps. Tu as cet œil très technique, entre guillemets. Oui et non. Plutôt non, mais je vais t'expliquer pourquoi oui. Ouais. À la base, je regardais pas les chiffres. À 10 000 euros près, je savais pas combien je gagnais. Enfin, même 20 000 euros. Enfin, tu vois, aucune idée. Parce qu'en fait, les gens me payent en 3 fois. D'accord. Donc, il y a des mois où je bosse pas du tout, mais j'ai plein d'argent qui rentre parce que tout le monde me paye la 2e fois ou truc comme ça. Donc, j'ai appris à pas trop pas trop me stresser avec ça. Par contre, j'ai repéré des saisonnalités, comme tu dis. J'ai repéré le mois de juin, le mois de septembre et le mois de décembre, où là, il y a Noël notamment, il y a les beaux jours et l'été. J'ai remarqué qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup de demandes, donc j'ai un petit peu adapté mes offres à ce moment-là. J'axe beaucoup plus la communication et tu vois, je me dis, bah tiens, décembre, ce sera le bon moment pour faire un super chiffre d'affaires. Comme ça, bah, janvier, février, mars, si c'est vraiment très calme, bah c'est pas grave en fait. Oui, il n'y a pas de stress. Donc voilà, je regarde pas tant enfin maintenant quand tu payes les taxes, t'es là, ah oui, bon, j'ai payé tant de taxes, ça veut dire que j'ai fait un bon mois, ou j'ai payé peu de taxes, c'est que j'ai fait un mois moins bon. Mais j'ai pris une comptable depuis le mois de janvier, donc je vais devoir me mettre le nez dans les chiffres maintenant. Oui, en tout cas, ces chiffres-là. Mais clairement, c'est agréable de pouvoir effectivement voir l'évolution, d'anticiper la suite, effectivement les regarder, même si le but c'est pas de tout décortiquer. Ça fait quand même aussi une différence dans la réassurance, dans la gestion des hauts et des bas, dans l'anticipation quand on sait qu'il va y avoir un creux, pour les actions que tu vas poser, quoi, finalement. Et j'ai embauché une alternante à la rentrée, et du coup, bah maintenant j'ai un salaire à payer. Même si c'est un petit salaire, puisque c'est de l'alternance, c'est quand même voilà, un bon pourcentage du SMIC. Donc, il faut parfois que je puisse aussi me dire, est-ce que ce mois, il a été rentable? Est-ce que est-ce que j'ai fait assez de communication? Voilà, des fois, les réponses, c'est non. Mince, j'ai rien vendu ce mois-ci, donc tiens, je vais me faire un petit peu plus de com, parce qu'en fait, c'est les beaux jours qui arrivent. Je suis un petit peu plus obligée, enfin, je suis quand même un peu obligée de faire un peu attention. Quand tu dis parler de la com, c'est parler aussi bien de tes offres que des témoignages, etc. T'as pas un mode de fonctionnement, tu partages ce qui te vient pour... Bah, c'est vrai que parfois je parle de ma vie, etc., mais j'oublie d'essayer de vendre, c'est-à-dire donner envie aux gens de passer à l'action. Et je me rends compte que quand je fais de la communication en mode je suis là, ça coûte tant, je vais vous faire un super film, bah ça marche en fait. Par contre, si je communique pas dessus, rarement j'ai des appels de gens qui arrivent de nulle part et qui me contactent. Donc oui, j'ai remarqué que si je fais de la com, et ben ça vend. Mais bon, c'est comme les pubs, hein. Tu reçois une pub sur Facebook d'un maillot de bain alors qu'on est en février et que t'as pas besoin d'un maillot de bain, mais en fait tu vas finir par l'acheter parce que tu te dis... C'est pensé en fait aussi. Ouais, ça t'y fait penser. Tu dis, ah oui, c'est vrai que j'avais bien aimé.
Ouais, exactement. C'est vrai que c'est important et dans cette notion justement de leadership, il y a aussi ça. C'est la capacité que tu as à t'affirmer, à parler de ton projet, à y croire. Vu que toi, tu as confiance dans ce que tu proposes, et dans le sentiment de légitimité aussi, bah, du coup, l'autre, il te suit. Donc effectivement, c'est libérer la parole pour pouvoir être authentique dans ce que tu proposes et dire les choses avec simplicité et fluidité finalement. Ouais. Bah, parfois, je me dis qu'il faudrait que je le vende encore plus, encore mieux. Je me dis que tout ce que j'ai dans la tête, les gens, ils sont pas dans ma tête, donc ils peuvent pas l'avoir déjà entendu. Donc parfois, tu vois, je me dis, ah tiens, il faudrait que je redise pourquoi je fais ce travail, pourquoi je suis passionnée par ce que je fais. Tu le fais bien déjà, hein, moi je trouve. Hein. Quand je vois passer tes posts, je me dis ah top, viens, on a pensé à ça et tout. Là où moi parfois je me dis pouf, j'ai pas fait. C'est gentil. On dit souvent que, enfin, ou en tout cas moi je dis souvent, je vais pas faire une généralité sur tout le monde, mais que dans l'entrepreneuriat on apprend énormément de choses sur soi, que c'est un travail de développement personnel à proprement parler, parce qu'on va se challenger, parce qu'on se rend des comptes, parce que on se juge positivement ou pas, facilement ou difficilement. Qu'est-ce que toi, l'entrepreneuriat, ça t'a appris sur toi, sur tes modes de fonctionnement, sur comment t'es? C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. Mais maintenant que tu me le dis, ça me semble être évident. Déjà, je me sens beaucoup mieux dans mes baskets. Alors, c'est marrant. J'ai l'impression, avant, j'avais beaucoup besoin du regard, non, de l'avis extérieur, tu sais, de la validation extérieure, chose que j'ai commencé à avoir quand je me suis lancée à mon compte et dont j'ai beaucoup moins besoin maintenant. Tu sais, le côté validation. Reconnaissance et validation. Ouais. Ouais. Bah aussi apprendre à se faire confiance parce que t'as pas bah justement avant quand j'étais en entreprise j'avais toujours bah, des gens qui me donnaient un ordre donc qui me disaient tiens il faut que tu fasses ça et je le faisais et la personne était contente. Là c'est à moi maintenant de me donner mes propres ordres donc je dois être quand même disciplinée, savoir qu'est-ce que je veux, vers quoi je veux aller. Ouais, la notion aussi de qu'est-ce que je veux. Parce qu'on peut tout faire, en fait, quand tu es à ton compte, mais tu peux tout faire. Tu as toutes les possibilités. Donc, c'est savoir se structurer, mettre à plat tes envies, etc. Se servir un peu plus de son instinct aussi. De toute façon, ce que tu dis par rapport je vais dire, au côté donneur d'ordre, finalement, c'est que tu as développé à la fois la discipline et la vision dont on parlait tout à l'heure. Et dans le leadership, moi, je trouve qu'il y a vraiment ce côté visionnaire, savoir ce qu'on veut et se donner les moyens d'y arriver. Donc ça boucle avec ce que tu disais au départ. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi au début, bah, les 2 premières années où j'avais plus trop de vie parce que je faisais que bosser. On avait parlé avec une copine, on se disait, mais en fait, on est pire que nos anciens chefs. On est pour nous le pire chef du monde, du style, tu te lèves tôt, tu finis tard, non, c'est pas bien, c'est nul. Quand j'ai eu conscience de ça, je me suis dit, non, mais attends, je suis pas à mon compte pour souffrir, en fait. Et autre chose que j'ai appris par rapport à quand je bossais en entreprise, c'est plus m'écouter. J'en parle beaucoup, mais je suis pas du matin. Je suis vraiment pas du matin. Et en fait, je suis pas efficace le matin. Donc j'ai vraiment appris aussi à écouter ce que mon corps me dit pour adapter mes horaires de travail. Donc par exemple, commencer à travailler un petit peu plus tard le matin et quitte à rebosser un petit peu le soir si je suis toute seule et que ma fille dort. C'est plus, voilà, m'écouter. Et je suis beaucoup plus productive comme ça, plutôt qu'à me forcer à avoir des horaires standards, je sais pas, Oui. 9 heures. Rester derrière l'ordi pour rester derrière l'ordi, c'est pas efficace, quoi. Donc, ce que j'entends aussi notamment dans ta notion d'équilibre vie pro, vie perso, c'est qu'en fait, du coup, pendant longtemps, tu as donné beaucoup, beaucoup dans le pro, et finalement, comme tu disais, tu étais ton pire patron, et que maintenant, dans cet équilibre, c'est aussi avoir compris quels étaient tes modes de fonctionnement pour optimiser finalement ta productivité, et ce qui t'a permis de donner du temps à la partie perso aussi qui était importante pour toi. Ouais, c'est ça. Et aussi, je me suis rendu compte de la valeur de ce que je proposais, de mes films, par exemple, la valeur que j'apportais aux gens. Et il y a des choses dans l'entrepreneuriat qui m'apportent rien et qui apportent rien aux autres. C'est par exemple tout ce qui est envoyer des devis, faire ma compta, etc. Donc j'ai appris à déléguer, ce qui n'a pas été simple au début parce que j'avais l'impression que je pouvais tout faire toute seule et que j'allais tout faire toute seule et que c'était une fierté de tout faire tout seul. Et que ça allait même me rendre plus forte de pouvoir dire je sais tout faire.
C'est une gloire. Pardon. Souvent on dit que c'est une gloire, on a l'impression qu'il faut tout faire effectivement et que quand les choses sont difficiles, il y a encore plus de valeur dans le truc. C'est ça. Et j'avais vraiment envie de me prendre un peu toute la part du gâteau, enfin en gros, ouais, tout le succès, c'est que pour moi parce qu'en fait, j'ai tout fait toute seule. Et me rendant compte que j'avais aucun plaisir, que ça me faisait même perdre du temps de faire plein de trucs administratifs, j'ai commencé à déléguer ça et ça m'a vraiment tout changé. Tout d'abord, j'aime bien finalement avoir une équipe. Alors c'est pas une équipe fixe parce que c'est des freelances, on travaille au mois après mois, tu vois. On fait des choses régulières, mais c'est personne n'est embauché. Je pourrais pas avoir une équipe, mais c'est ouais, déléguer ce dans quoi j'ai pas de valeur. Ouais, c'est chouette. T'as mis combien de temps à faire ça? La toute première fois que t'as délégué? T'as dit quoi? 2 ans? 2 ans, ouais, le fameux 2 ans. C'est le gap. 2 ans, c'est le cap. Oui, en fait, c'est vraiment. J'aime bien prendre des nouvelles résolutions en début d'année, donc c'était en 2022. On m'avait dit c'est quoi ton mot de l'année et j'avais dit déléguer. Vraiment, c'était le truc en gros, j'avais mis partout. Ouais. Et j'ai fait voilà, j'ai commencé à m'entourer d'une assistante administrative. Mmh. Et après, ça s'est transformé en stagiaire en montage, en stagiaire en communication, etc. Tout s'est enchaîné en fait. Dès que t'as commencé, tout Ah a. ouais, c'est le kiff. Voilà, maintenant, j'ai une alternante. Et est-ce que du coup, comme tu disais que ça t'avait pris 2 ans de structurer, t'organiser, de créer quelque chose de vraiment rentable et qui commence à être vraiment dans le kiff, même si tu l'étais quand même au départ, est-ce que tu as l'impression que c'est ça, cette délégation, qui a fait la différence vraiment? Il n'y a pas que ça qui a pu faire la différence, mais ça fait vraiment partie, c'est de pouvoir gagner du temps. En fait, le temps, c'est vraiment ce qui manquait. J'étais frustrée parce que je passais mes semaines à faire de la compta, à faire de l'administratif, et je passais très peu de temps à être en tournage et faire des montages, et ça me frustrait, donc ça me rendait pas heureuse. Donc le fait d'avoir dégagé du temps, même si peut-être que je perds de l'argent, mais je dégage du temps pour faire ce que j'aime, finalement, je sens que là, j'ai vraiment atteint l'équilibre par rapport à ce que je voulais. Enfin, En fait, tu investis sur toi et sur ton activité parce que finalement, quand on délègue, ce que tu délègues te coûte moins cher que ton taux horaire. Enfin, le principe, c'est ça, normalement, c'est de se dire, si toi, ton taux horaire pour les films, c'est tant, c'est de trouver quelqu'un que tu vas déléguer, mais qui va du coup te libérer du temps pour faire à la fois ce que t'aimes et vendre ce que t'aimes. Donc finalement, avoir plus d'apport d'activité parce que tu as délégué ces tâches qui sont chronophages et qui ne sont pas dans ta zone de génie. alors, en fait, j'arrive pas pour l'instant à faire plus, à vendre plus de films. Donc, j'ai pas l'impression de. Enfin, j'ai pas un. Là, pour l'instant, je gagne moins parce que je délègue, je paye des gens qui m'aident. Mais je crois que j'ai tellement gagné en énergie et en motivation que ça a tout changé. Tu vois, je me sens jamais speed ou, tu vois, j'ai vraiment l'impression je suis, ouais, dans le kiff, je suis bien dans mes baskets, mes films, j'ai le temps de les peaufiner, je fais que ça et ouais, c'est vraiment chouette. Ce que je dis souvent, c'est que ce qui est important, c'est quand on prend des décisions, c'est de prendre des décisions dans l'abondance plutôt que dans la peur du manque. Est-ce que toi, la peur du manque, c'est un truc qui t'a titillé au début, tu me parlais du rapport à l'argent, mais est-ce que tu as eu peur de manquer? Je sais que c'est un sujet qu'on a déjà abordé en off ensemble. Je répéterai volontiers parce que c'est tellement important pour tout le monde, je pense. Oui, j'ai eu cette peur de manquer. Oh là là. Notamment, je te parlais de mes mois de janvier, février qui étaient creux. D'un coup, quand les gens n'achètent pas, j'avais l'impression que ce que je faisais, c'était nul. Et du coup, ça allait s'arrêter. Donc, je faisais des promos, je faisais des tout petits prix, je cassais mes prix pour vendre. Donc, j'ai eu ce côté besoin de... En gros, si je vends, c'est que c'est bien. Et si je vends pas, c'est que les gens sont pas intéressés. Donc, j'ai eu vraiment ce rapport à la peur de manquer. Sur quoi j'ai travaillé également. Et maintenant, je suis plus dans cette peur de manquer. Je profite des moments creux pour me former, pour faire d'autres choses. Et j'essaye vraiment de me dire, ouais, je me fais confiance. Si ça a marché ces 2 premières années, il n'y a pas de raison que ça marche pas cette 3e. Donc, fais-toi confiance, ça va venir. Et d'ailleurs, tu remarques, et puis c'est comme en amour, d'un coup, tu tombes amoureux et t'as enfin trouvé la personne que tu veux et finalement, t'as 4 autres mecs qui arrivent autour de toi. C'est ton rayonnement qui change, quoi. Voilà, c'est ça. Et ben là, c'est la même chose. En fait, quand j'ai rien, j'ai rien. J'essaye d'accepter la situation.
Parfois, j'arrête même la com. Je me dis, allez, je kiffe là ce que j'ai. Et par contre, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui m'appelle pour un tournage ou je reçois un message pour un tournage, et ben d'un coup, il y a tout qui se débloque et je vais avoir tout le monde qui me demande pour la même date. Donc, j'ai vraiment cette sensation que la bande, quand t'es vraiment dans quand t'as peur, quand t'es dans la peur, bah ça marche pas, et quand t'es dans l'ouverture et la confiance, justement, les choses viennent à toi bien plus facilement. Toi, tu as l'impression que, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, tu as l'impression que la différence, elle se fait du coup dans la stratégie que tu mets en place ou dans le mindset que tu as, c'est-à-dire dans l'état d'esprit, ou les deux? Plutôt dans l'état d'esprit. J'ai l'impression que c'est plutôt quand je suis dans un état d'esprit que waouh, ça cartonne, que je sais pas, peut-être que ma com est différente, je suis peut-être un peu plus sûre de moi, donc les gens ils vont avoir plus envie de travailler avec moi à ce moment-là. Il y a un petit peu, il y a des facteurs de saisonnalité, donc tu vois, les gens ils commandent moins s'il fait pas beau, ils veulent moins faire de films s'il pleut ou s'il fait tout gris. Dès qu'il fait beau, là j'ai plein de gens qui veulent leur film d'été ou leur film des beaux jours. Mais j'ai quand même l'impression que c'est dans la tête. Ouais. Enfin, Ce qui est important aussi, souvent, c'est je trouve que au départ, quand on manque de confiance ou de légitimité, quand on se lance, quand on se challenge, mais qu'il y a des peurs, des hauts, des bas, comme tu le disais, c'est qu'en fait, on prend beaucoup les choses personnellement. Est-ce que toi, tu remarques que là, après 3 ans d'activité, tu as réussi à prendre ce recul, justement, en fait, ça ne dit rien de toi, finalement, ton activité. Comment tu vends, comment ça se passe. oui, oui, clairement, au début, je prenais tout personnellement. Voilà, comme je te dis, si j'avais des commandes, j'avais l'impression que c'était super ce que je proposais, et que c'était nul, et que ça n'intéressait plus les gens. Mais je pense que c'est tout dans la tête, parce que même il y a des gens, parfois, ça marche pas du tout. Enfin, ça marche pas du tout, je dis ça. J'ai, par exemple, personne qui me contacte pour quoi que ce soit pour une commande pendant 15 jours. Donc là, je vais me dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre une story où je dis, c'est trop cool, je suis en train de bosser sur vos montages, j'ai trop hâte, les beaux jours arrivent, je vais faire plein de films trop beaux. Et bah là, je vais recevoir un message de quelqu'un qui va me dire, oh, j'ai l'impression que ça cartonne pour toi, c'est génial. D'ailleurs, j'ai vu que t'étais booké, est-ce que je peux réserver avant que ça se remplisse? Tu vois, il y a quand même un côté énergie qui est hyper important. Je donne toujours cet exemple d'un restaurant, quand il est plein, t'as envie d'y aller parce que tu te dis, ah, il est plein, il y a la queue, ça doit être trop bon. Alors que s'il y a personne dedans, tu dis, ah bah c'est qu'il doit y avoir un truc. Et je pense que dans ce que tu dégages, c'est la même chose. Je partage aussi ce qui va pas, hein, parce que j'aime bien montrer les facettes de l'entrepreneuriat quand ça marche pas. Je montre aussi les flops parce que c'est hyper important et c'est humain, et je pense que ça rend le côté, ça dédramatise tout et ça me plaît. Mais je vais pas aller m'enfoncer de dire personne n'achète, parce que je trouve que ça dégage pas un bon truc, et même dans ta tête. Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord. Donc, c'est vrai de mettre toujours pareil. Hein, moi, ce que j'aime bien, c'est pour ça que je te disais, j'avais hâte de faire cette interview avec toi, et j'adore ce côté, entre guillemets, Amélie Poulain, l'air de je réussis, l'air de rien. C'est qu'en fait, on sent qu'il y a beaucoup de boulot derrière tout ça, à la fois sur toi, sur ton activité, dans la structuration, mais aussi dans ton mindset, hein, du coup, et dans ta capacité, justement, à dire, voilà, je cultive ce qui me fait plaisir, ce qui me fait du bien, dans le respect de toi, en écoutant ton rythme, et en ayant des tarifs qui soient alignés, en allant sur des projets qui te plaisent. Et donc, en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, c'est possible. Donc, c'est ça, je trouve, que tu véhicules, et je suis ravie que tu nous aies partagé tout ça. Pour conclure, est-ce que tu pourrais me dire quel est pour toi le conseil le plus impactant que tu donnerais aux femmes entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, qui veulent passer un palier dans leur activité aujourd'hui? S'il y avait un seul conseil, allez, ou deux, ce serait lequel? J'allais dire, oh non, tu peux pas en donner deux, parce que j'en ai deux. Eh ben, vas-y, je prends les deux. Le premier, en fait, c'est un conseil que j'avais entendu dans un podcast, et quand je l'ai écouté, ça a fait tilt. J'étais à l'aéroport, d'ailleurs, je me souviens très bien. C'est quelqu'un alors désolée, je n'ai pas encore dit ce que c'était. C'est quelqu'un qui disait, si je devais tout refaire à zéro, qu'est-ce que je ferais? Une femme qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et elle disait, donc c'est mon conseil, d'investir dès le début. C'est-à-dire que l'argent que tu gagnes, assez vite le réinvestir dans des choses qui vont te faire avancer. Et je regrette pas d'avoir fait comme ça. J'ai mis peut-être 1 an et demi à le faire, mais par exemple, quand tu as un peu d'argent, aller investir sur, par exemple, quelqu'un qui va te faire le référencement de ton site, que tu avais fait un petit peu toi-même tout seul, parce que c'est tout l'argent dépensé, finalement, tu vas
tu vas le retrouver derrière. Le fait d'aller faire appel à des professionnels pour certaines choses, ça va te faire finalement ramener plus d'argent derrière. Oui, ton investissement est rentable et du coup, tu le retrouves encore plus, quoi, finalement. Ouais, donc ne pas avoir peur de dépenser, notamment, ça peut être un investissement dans une formation, par exemple. Même si tu as l'impression de déjà tout savoir, de te former dans une formation business ou de former, d'aller investir sur ton business. C'est un conseil que je donne. Et la deuxième, c'est un peu la même chose, c'est d'investir sur soi et de se faire accompagner, notamment de se faire coacher. Moi, ça a vraiment changé tout, enfin, pas ma vie, mais bon, ça a tout changé. Donc, investir sur soi, c'est aussi un investissement financier, mais je pense que tu vas beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en le faisant dès le début. Par exemple, il y a des gens qui se font, par exemple, je connais des photographes qui se font accompagner, plutôt mentorés par des gens qui sont déjà passés par exactement ce qu'elles ont vécu. Il y a un petit peu, comme toi, ce que tu proposes, du coaching, et en même temps, c'est des gens qui font le même métier que toi, donc qui te disent exactement... Partage d'expérience, quoi. Voilà. Et se faire coacher, je pense que c'est quelque chose qui redevient plus à la mode. Avant, j'en entendais pas trop parler, on me disait coach de vie, j'avais l'impression que c'était des trucs un peu gourou ou que réservé aux stars de Hollywood, mais en fait, on a tellement de chance de pouvoir se faire aider. Et j'ai l'impression que plus tu vas bien, plus tu as envie d'aller mieux, et plus même ton business va bien, plus tu as envie qu'il soit encore mieux. Donc voilà, se faire accompagner, investir et se faire accompagner, c'est pour moi les deux conseils. Super. Donc, investir sur ton activité, aller chercher les compétences manquantes pour gagner du temps, utiliser les compétences des autres, notamment pour être plus visible. Hein. Tu parlais effectivement du référencement, site internet, etc. J'ai bien noté parce que c'est dans ma to-do du moment. Si tu as un nom en tête, je serais preneuse. Et l'autre chose, c'est effectivement d'investir sur soi en se faisant accompagner. Moi, je trouve que je suis d'accord avec toi que, bon, bien sûr, l'accompagnement, parce que c'est ce que je fais, mais s'entourer, c'est quand même ce qui fait la différence. Profiter des expériences des autres, de l'expertise des autres, et pour t'aider en fait à monter en compétences ou déléguer ce qui n'est pas de ton ressort. Parce que sinon, en fait, j'ai l'impression que moi, j'ai l'impression d'avoir vite évolué. C'est-à-dire que là, je vais fêter mes 3 ans dans un mois, 3 ans de Croco-Maman. Bon, avec le confinement, tout ça, machin, entre-temps. Mais j'ai l'impression d'être vite montée, tu vois. Parce que, justement, j'ai donné ce coup d'accélérateur au début, j'ai beaucoup dépensé pour aller plus vite dès le début pour voir si ça marche. En fait, donner les moyens de voir déjà si ça marche et si ça me plaît. Parce que si j'aurais pu faire la même chose sur 10 ans, je pense. Tu vois, tranquillou. Mais je sais pas, je trouve que c'est hyper stimulant de vite progresser, de vite se faire connaître. J'aimerais bien, enfin, c'est encore dans... Je suis à peine au 2e escalier sur les 10 que je veux franchir, mais enfin que je veux monter, mais j'ai l'impression quand même que voilà, avancer plus vite pour voir si déjà ça nous fait kiffer, plutôt que prendre beaucoup de temps à tout mettre en place. Et puis effectivement, ce qui joue aussi beaucoup, c'est que quand tu mets du temps à mettre en place, en fait, et que les résultats arrivent pas, en fait, il y en a beaucoup qui se découragent. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir et d'y aller franco et de se dire, vas-y, j'ai pas de plan B, en fait, je mets tout dans le plan A et j'y vais vraiment, c'est que tu as la notion d'engagement qui fait aussi cette différence. Et là où toi, tu t'es engagé financièrement, tu t'es engagé dans l'énergie, tu t'es engagé parce que tu as quitté ton boulot salarié. Et en fait, c'est aussi ça, c'est se donner les moyens à un moment d'y aller vraiment pour voir ce que ça donne. Parce que si tu te donnes pas les moyens, du coup, t'as pas de résultat, tu perds en confiance et comme tu disais, t'as plus le bon mindset, la bonne énergie et du coup, ça finit par bloquer et tu te décourages et tu peux retourner au salariat ou arrêter ton activité. Donc oui, je suis d'accord, il faut y aller à fond les ballons. Après, j'ai un troisième conseil, j'ai le droit. Vas-y, allez. Mais bon, c'est dur à mettre en place au début, mais c'est de prendre des temps off et des vacances. Maintenant, ce que je fais, c'est que je cale mes vacances en priorité dans l'agenda. En plus, plus tu t'y prends tôt dans les vacances, plus t'as plus t'as des bons prix. Donc, ça m'arrive maintenant de poser des dates un peu au pif, 6 mois en avance, en amoureux, on se dit tiens, on partira là. Et le fait d'avoir du temps pour soi en priorité, et en fait, tu cales tout le reste autour et tu reviens ressourcé, du coup, tu travailles mieux, etc. Exactement. À l'accepter, mais maintenant, tu verrais le nombre de vacances que j'ai cette année.
Bah, écoute, je vois bien parce qu'en fait, c'est ça. Mais effectivement, ça va avec le fait de cultiver la bonne énergie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai fait ça. Moi, ça fait 15 ans que je suis à mon compte, tu sais, mais moi, j'ai fait ça à partir du moment où il y avait les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, je prends une semaine systématiquement à chaque vacances scolaires. Maintenant, j'en prends même une sans elles. Faut pas trop leur dire. Et on en prend 4 semaines l'été. Donc je pense que tu vois, j'oscille, j'ai bien 9 semaines de vacances et je sais que de toute façon c'est indérogeable, c'est bloqué, c'est comme ça. Et pareil, les sorties copines, etc. Je me dis, il faut que, comme tu disais, qu'on soit dans la bonne énergie pour pouvoir avancer et que oui, le business peut avancer et la vie perso compte aussi dans l'énergie que tu vas dégager et que tu vas avoir, quoi. On s'est bien trouvé là-dessus. Exactement. Non, mince, j'ai un quatrième conseil, comment on va faire? C'est de bien s'entourer, mais pas forcément des proches. Moi, je parle pas beaucoup de mon business à mes copines ou mon conjoint, parce qu'en fait, déjà, ils sont pas forcément de bons conseils. Ils me projettent plutôt leur peur qu'autre chose. S'entourer d'entrepreneurs qui ont le même niveau que nous, voire le niveau au-dessus, c'est hyper important. Je suis d'accord. Effectivement, c'est choisir à qui on parle, effectivement, dans tes conseils aussi, c'est bien. C'est quoi? La moyenne des 5 personnes autour de nous, ouais. Autour de nous. Tout à fait. Bon, bah, faut bien les choisir. C'est ça. Super. Bon, bah, écoute, merci Clara. Je suis ravie d'avoir fait cette première avec toi. J'ai adoré toutes tes réponses. Je me suis reconnue dans beaucoup. C'est pour ça que je t'ai choisie, de toute façon. Ça me fait plaisir. Je savais pas du tout ce que j'allais dire, mais comme quoi... Écoute, c'est bien. C'est sorti naturellement, je trouve. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Et voilà, ça y est, la première interview est terminée. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que Clara et moi. En tout cas, j'étais ravie de tout ce qu'elle nous a partagé. Je trouve que ça peut vraiment aider et impacter au quotidien plusieurs femmes. Si tu te reconnais, n'hésite pas à mettre 5 étoiles pour cet épisode pour pouvoir justement booster sa visibilité. Et tu peux retrouver Clara et toutes ses stories hyper drôles tous les jours sur son compte Instagram Crocomaman. Moi, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode cette fois-ci solo. N'hésite pas entre-temps à partager celui-ci à tes copines entrepreneurs ou aux femmes inspirantes qui auront besoin de l'entendre aussi. À très vite pour des épisodes solo et pour d'autres interviews à venir.